On répond à vos questions, la FAQ de Real France, épisode numéro 2. On avait fait ça il y a quelques semaines, je crois, lors de la dernière trêve internationale. On remet ça, on répond à une série de vos questions qu'on a sélectionnées parmi YouTube, Facebook, notamment Instagram aussi, il me semble. Voilà, un petit rendez-vous occasionnel sympa et on prépare aussi un autre petit rendez-vous, petit teasing la semaine prochaine, sans doute, lundi soir, peut-être un retour de notre émission Parole aux supporters, sûrement en direct sur Twitter via le Twitter Space, mais qu'on diffusera aussi sur YouTube pour que vous veniez, vous, vous exprimer et discuter un petit peu avec Rota et moi de un peu tous les sujets qui vous chantent. Voilà, c'est dit. Comment ça va, Rota? Écoute, ça va très bien. Trêve internationale qui s'est bien passée pour l'Espagne de mon côté, donc très content et puis ravi évidemment de retrouver le Real Madrid très bientôt. Ouais, ce week-end. On en reparlera évidemment dans ces prochains jours. Allez, première question. Élise qui nous l'a posée. Est-ce que c'est la première fois que le Real Madrid est si mauvais en début de saison? Elle nous a demandé. T'as un souvenir récent sur un début de saison qui donnait cette impression aussi négative? Alors, le Real a été assez coutumier du fait de mal démarrer les saisons et des fois de mal les finir, de ne faire qu'une bonne demi-saison, on va dire. Mais sous Carlo Ancelotti, ça a quand même été assez souvent alors peut-être pas assez souvent, je suis peut-être un peu méchant, mais ça a déjà été le cas en tout cas. Mais maintenant, d'avoir un Real Madrid si faible dans le jeu, un Real Madrid dont on ne sait pas où il va et des individualités qui sont quand même très en deçà de ce qu'elles peuvent faire, moi je trouve que c'est une première. En tout cas, j'ai pas un souvenir récent qui m'ait autant marqué par rapport à la qualité de l'effectif, en tous les cas la qualité individuelle plutôt des joueurs, parce que la qualité de l'effectif, je mentirais un peu si j'ai dit par le passé qu'on avait un effectif bien moins bon que la saison passée et peut-être pas assez équilibré. Mais en tous les cas, oui, je suis assez déçu de cette première partie de saison, même si c'est pas encore terminé. Et je pense que dans les 10 dernières années, assez facilement, je pense que c'est la plus faible première partie. Ouais. Hmm. Ouais, en y réfléchissant un peu, je pense à 2015-2016, où Benitez se fait virer au mois de janvier, qu'après c'est Zidane qui arrive. En tout cas, d'un point de vue résultat, vraiment, c'était pire, hein, même pire que cette année, parce que au final, c'est vrai que sur ce début de saison, malgré tout, les résultats sont pas si catastrophiques. Alors oui, en Ligue des Champions, on n'est pas en balotage favorable pour être dans les 8, mais en Liga, au final, on est que potentiellement à 3 points du Barça si on gagne ce match de retard face à Valence. Donc, d'un point de vue purement comptable, finalement, sur ce début de saison, on n'est pas si catastrophique que ça. Mais effectivement, par rapport à l'impression laissée et par rapport aux espoirs, on va dire, envie d'aller chercher les titres, ce début de saison est quand même haut dans les mauvais. Autre question de Rice, pourquoi Mbappé, aussitôt venu, aussitôt titulaire indiscutable? Pourquoi est-ce que c'était pas le cas pour les autres? Y a-t-il une clause dans le contrat de Mbappé qui oblige Carlo à le faire jouer coûte que coûte? Pourquoi? Enfin, pour moi, elle n'a pas de sens cette question. Pourquoi? Parce que tu mets 50 pions dans une saison. Quand c'est ta pire saison. Qui met 50 pions dans une saison sur Terre? Qui? Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Lewandowski, peut-être Ibra une fois. Allez, il y a 5 joueurs dans l'histoire qui ont fait ça. Donc pourquoi? Bah, parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout simplement, quand il arrive. Alors, c'est pas le cas actuellement, évidemment. Kylian Mbappé est bien évidemment en deçà, lui aussi, surtout lui, de ses performances et de ce qu'on attend de lui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il vient titulaire, les gars? Kylian Mbappé, les mecs. Plus de 350 buts à 25 ans, peut-être en carrière. Je pense que la réponse est dans les chiffres et dans les stats. Et quand Rice nous demande pourquoi les autres n'ont pas été comme ça, s'il évoque par exemple des Vinicius ou des Rodrigo, je pense que c'est un peu comme ça que ça a été tourné. Bah, ils arrivent à un âge bien plus jeune où c'est plus compliqué de s'imposer. Là, Kylian Mbappé, c'est un joueur accompli. Jude Bellingham, il arrive pourtant très jeune. Il arrive, il est titulaire aussi. Enfin, tous les joueurs de cette trempe-là arrivent et sont titulaires au Real Madrid, surtout quand ils ont fait ce que Kylian Mbappé a fait. Pour moi, il n'y a pas d'illogique à ce qu'il soit titulaire dès qu'il arrive. Oui. Oui, tu fais bien de parler justement, de faire la comparaison avec les Rodrigo, les Vinicius qui arrivent très jeunes, donc avec un statut bien différent. Et sinon, si on compare avec d'autres joueurs qui avaient des statuts similaires pour lesquels le Real a déboursé beaucoup d'argent,
ils arrivent aussi titulaires. Après, ils peuvent perdre leur place sur le moyen terme, mais en tout cas, ils arrivent avec un statut, oui, qui les place dans le 11. Et s'il y a une clause dans le contrat de Mbappé qui oblige Carlo à le faire jouer coûte que coûte, évidemment que non, il n'y a pas de clause, même si il y a effectivement aussi un peu une envergure marketing qui forcément influe sur toutes ces décisions. Dans le même toujours sur Mbappé, on a Lal Sako qui demande si Mbappé flop 2 saisons de suite, est-ce qu'il serait possible de le virer, de le voir partir à l'été 2026? C'est vrai que si on essaie d'imaginer un scénario catastrophe, est-ce que tu arrives à imaginer un scénario catastrophe où Mbappé va pas au bout de son contrat avec le Real? Ah bah oui, évidemment. S'il fait 2 saisons comme il fait son début de saison, oui, 2 saisons complètes, pas au niveau. Ah, j'espère que le Real le dégagera. Il y a pas de, enfin, le Real est plus grand que n'importe quel joueur. Donc si le joueur n'est pas au niveau, c'était le cas pour Eden Hazard. Moi, j'avais une grande, grande envie qu'il dégage parce il était absolument dégueulasse. Si c'est le cas, il y a pas de souci, je pense. Le Barça a su se séparer de Griezmann, de Coutinho, de Joao Félix, de joueurs importants pour lesquels il avait déboursé de l'argent. Le Real sait le faire aussi, il l'a fait avec Eden Hazard. Je pense que les grands clubs n'ont pas de mal à se défaire de stars. Évidemment, il y a beaucoup de patience avec Kylian Mbappé. Et je pense qu'il y aura énormément de tolérance, même sur la toute première saison. Maintenant, au bout de la deuxième, il y aura forcément beaucoup, beaucoup d'attentes. Encore là, encore une fois, on est qu'à 5 mois, 5 mois de compétition, donc c'est pas bon, mais il faut pas non plus de tirer de conclusions hâtives. On verra si la trêve là lui a fait du bien, on verra si la trêve hivernale lui fera du bien, s'il sera là dans les grands rendez-vous, mais évidemment, s'il y a 2 saisons consécutives mauvaises, il a un contrat long. Si le Real Madrid estime qu'on a perdu le Kylian Mbappé qu'on avait vu à Monaco et dans ses débuts au Paris Saint-Germain et qu'il faut rentabiliser avec ces années de contrat, je pense qu'il n'y aura pas de surprise à voir le Real le mettre sur le marché du transfert ou en tous les cas écouter les offres. Hmm. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a, oui, il y a un scénario où si ça marche pas, à un moment donné, il ira ailleurs, hein. Et même, je pense que même lui, je pense qu'un peu dans la trempe d'un Eden Hazard, même si ce serait des raisons quand même différentes, à un moment donné, si ça Et pas le marche même âge pas, en plus. ouais, en plus, enfin, même si le contexte est très différent, à un moment donné, sauf si Mbappé échoue au Real Madrid, je pense que c'est vraiment qu'il aura tourné très très mal jusqu'au bout, et donc je serais même pas surpris dans 2 ans de le voir partir en Arabie Saoudite, tu vois, par exemple, si vraiment Totalement. si vraiment on était dans un scénario catastrophe. Catastrophe. Un petit mot mercato. On a eu quand même plusieurs questions sur le mercato, notamment une qui est revenue plusieurs fois. Plusieurs questions par rapport au fait que le Real Madrid refuse de faire revenir Sergio Ramos cet hiver et les anciens d'une certaine manière générale. Alors Ramos, est-ce qu'on l'avait évoqué déjà sur la chaîne? Je sais plus. Quoi qu'il en soit, On en t'en a parlé penses? en off, nous en tout cas, ça c'est sûr. Sur la chaîne, je sais plus. Ouais. Toi, à titre perso, tu le ferais revenir, Ramos, et sinon, les gens demandent plutôt pourquoi est-ce que le Real Madrid est totalement contre voilà, cette idée de faire revenir des anciens, parce que Ramos, c'est le cas pour Ramos, mais ça a été le cas aussi pour d'autres avant. On en a longtemps discuté. Moi, honnêtement, ouais. À l'heure actuelle, oui, je le fais revenir. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, je sais que t'es pas forcément d'accord. Et c'est vrai que les comebacks, je suis un peu comme toi, ça peut tout gâcher, ça peut gâcher l'histoire, ça peut gâcher la stature, enfin bref, toute une empreinte qui a été acquise et je peux le comprendre. Ramos n'est plus tout jeune non plus. Maintenant, si je me fie à les 2 raisons, si je me fie à sa dernière saison avec Séville, moi personnellement, je l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé exceptionnel. Je trouvais que c'était l'un des meilleurs joueurs l'un des meilleurs défenseurs en tous les cas de Liga. Il a été excellent. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, le Real Madrid doit faire venir quelqu'un. C'est une obligation maintenant. On peut pas rester comme ça. Si le Real fait ça, ce sera une erreur et on constatera les dégâts certainement en fin de saison. Mais le Real a besoin de quelqu'un. Mais le Real et Florentino Pérez, en tout cas tout le staff, l'équipe dirigeante plutôt, a du mal à sortir de l'argent et notamment sur les mercatos hivernaux ces dernières années. Et je les vois mal vraiment se placer sur un joueur d'avenir, débourser une grosse somme d'argent ou essayer de débaucher un joueur qui est pratiquement indélogeable dans son club à mi-saison. Donc en ce sens, ça peut être une alternative court terme qui est risquée peut-être, mais on parle quand même de Sergio Ramos qui pourrait venir peut-être à moindre coût, essayer de boucler l'histoire de manière différente à comme elle s'est terminée finalement.
où il a souhaité valoriser son contrat. Le Real lui a mis une deadline. Finalement, ça se fait pas. Je pense qu'il était très déçu. Le Real a pas lâché. Et finalement, l'histoire, elle se termine un peu mal, comme bien souvent, avec des Casillas, des Raúl, où ça se termine. C'est pas en très mauvais termes, mais c'est pas en super termes. Et je me dis que pourquoi pas, même si je suis pas fan de ces comebacks et que dans l'histoire, on a souvent vu que les comebacks étaient pas bons. Il y en a d'autres aussi qui réussissent. Alors à toute proportion gardée, à une autre échelle, mais par exemple, Lacazette est revenu à Lyon et ça fonctionne bien, tu vois, et il va partir à la fin de saison, il l'a dit, il sera resté 2 ans, mais finalement, il aura aidé son club à remonter un petit peu la pente et pourquoi pas essayer de dépanner en ce sens-là et je pense que si le Real Madrid ne va pas sur un autre central, bah pourquoi pas tenter un joueur qui actuellement est sans club et pourrait dépanner peut-être à moindre coût, qui plus est une légende. Mm. Et figure-toi que pour Ramos, je suis plus du tout aussi fermé parce qu'on est vraiment dans une situation extrême là. Pour moi, si on va pas chercher un central cet hiver, je vois pas comment on pourra tenir la saison parce qu'en plus, malheureusement, on risque d'avoir d'autres pépins sur la saison, sur le reste de la saison. Donc, pour moi, si on recrute pas, c'est impossible. Mission impossible pour le Real Madrid. Et donc, en ce sens, bah, Ramos, c'est quand même une solution, une alternative qui est quand même bonne. Donc voilà, je suis plus aussi fermé parce qu'on est vraiment dans un cas extrême. Après, pour le cas Ramos, c'est vrai que, comme tu l'as dit, ça s'est pas terminé très bien. Je pense que Florentino Pérez est un peu n'a pas forcément apprécié la façon dont ça s'est terminé. Et puis après, de manière générale, c'est que le Real n'aime pas les comebacks. Voilà, ils aiment bien quand l'histoire est terminée. Ils préfèrent se tourner vers d'autres cibles, nouveau cycle. Voilà, c'est toujours le terme, hein, le nouveau cycle en Espagne. Ça parle beaucoup de cycles et on cherche des nouveaux cycles, à ouvrir des nouveaux cycles et pas à rouvrir ceux qui sont terminés. Euh, pour rester, tiens, petite question perso, du coup, ça me fait penser là, mais tu signes qui? Laporte, tu prends ou pas? Ça parle beaucoup de Laporte, on a aussi eu beaucoup de questions à Laporte, donc c'est pour ça que je tilte en même temps. Laporte, tu prends? Franchement, il y a pas mal de joueurs que je prends. Laporte, on l'avait déjà évoqué, honnêtement, je prends. Je prends parce que, alors, déjà, quand on parle de Ramos, même là de Laporte, je vais avoir l'argument de, bah, de toute façon, on est au pied du mur. Mais ça veut pas dire que les mecs sont d'étanches, hein. Au contraire, on prend pas un joueur pour prendre un joueur. Évidemment, il y a de la qualité. Laporte, c'est un profil qui est intéressant. C'est un gaucher. C'est quelqu'un qui se projette un peu vers l'avant, qui a de très bonnes sorties de balles, qui est bon dans le domaine aérien. Voilà. Il est pas sans faille non plus, mais c'est un gars qui, franchement, moi, je le vois. Je suis espagnol, je mate tous les matchs de l'équipe d'Espagne. Franchement, il passe rarement ou même jamais à côté d'un match. Donc, forcément, c'est un joueur qui est très intéressant. À voir comment le Real pourrait attirer ce genre de joueur sous contrat. C'est toujours un peu la complexité des dossiers. Mais en tous les cas, moi, à titre perso, je prends de la même manière où un Mario Hermoso qui est formé au Real, qui est parti à la Roma après avoir quitté l'Atlético Madrid, qui était un peu dans les petits papiers. Pareil, je pense qu'il y a une complexité au niveau du dossier pour le rapatrier, mais c'est ce genre de profil que je prendrais. Pourquoi j'évoque Mario Hermoso? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est espagnol et on le sait. Le Real a envie d'hispaniser cet effectif et en a besoin, même si c'est pas un joueur d'avenir et qu'il a déjà la trentaine. Et la deuxième chose, surtout la plus importante, c'est que ce joueur-là est ultra polyvalent. C'est un peu un Nacho. C'est pas le même niveau, mais c'est un très bon joueur qui est capable de jouer central, qui est capable de jouer à droite et de jouer à gauche. Et je pense que le Real Madrid avec un joueur pourrait faire bah, combler plusieurs positions, en tous les cas en garantie secondaire et ça pourrait être pas mal. Donc oui, Laporte, Mario Hermoso, c'est des joueurs sur lesquels je pense que le Real devrait se pencher. S'il y a une décision, en tous les cas un besoin à court terme à combler, je pense que c'est des profils, comme on l'a dit, là les trois qu'on évoque, qui sont plutôt bah, judicieux, je pense. Hmm. Pour moi, Laporte, c'est la meilleure option, hein. Moi, vraiment, si j'avais la possibilité de choisir, je fonce sur Laporte. 30 millions d'euros, ça parle. Honnêtement, 30 millions d'euros, t'as un gars qui a quoi, 31, 32, donc il est pas vieux. Expérimenté, qui a encore un très très bon niveau, une garantie vraiment, et on a besoin d'un défenseur fiable. Donc moi je pense sur lui, hein. Euh, on nous a pas mal demandé aussi par rapport à cet hiver, toujours s'il fallait plutôt recruter ou si on avait la possibilité de s'appuyer sur la Fabrica, parce qu'on a eu forcément Raúl Asensio là qui nous a fait une très belle impression face à Osasuna. C'est toujours la même question. Est-ce que il y en a d'autres qui peuvent suivre? Est-ce que ça peut vraiment suffire? Non, moi je vais me répéter. Certaines personnes sont pas d'accord avec moi, mais quand elles le sont pas, et c'est pas pour dire que j'ai toujours raison. J'ai du mal à croire que les gens regardent le Castilla. J'ai vu
Raoul, qui est pourtant mon idole, hein, que j'adore, qui a dit il y a 2 jours, je crois, que la Fabrica était la meilleure formation en Espagne. Ouais, c'est vraiment du fanatisme madrilène, mais c'est absolument faux. C'est pas le cas. En tout cas, pas à l'heure actuelle, pas depuis 6-7 ans. Il y a toujours des joueurs qui sortent et qui évoluent en première division en Europe, et ça, c'est là où le vivier madrilène est le plus performant. Il alimente toutes les D1 d'Europe, c'est celui qui alimente le plus, et les 5 grands championnats également, des joueurs sortis de sa fabrica. Donc il y a de la qualité. Maintenant, on parle de s'imposer au Real Madrid. Et s'imposer au Real Madrid, c'est pas s'imposer à Nuremberg, c'est pas s'imposer à Stuttgart, c'est pas s'imposer au PSV Eindhoven, c'est pas s'imposer à Benfica, c'est pas ça. Le Real Madrid, on parle de joueurs qui sont taillés, prêts à l'heure actuelle à intégrer l'effectif du Real Madrid. Je pense que le Real a loupé quelques cibles. On parlait de Nico Paz, on parlait peut-être de Sergio Arribas qui aurait pu être développé, coucouné. Mais là, à l'heure actuelle, je le vois pas. Il y a Hugo Delianos qui est au milieu de terrain, qui est plutôt pas mal, qui est un très bon joueur du Castilla. On a également Gonzalo qui est l'avant-centre, qui pourrait être des joueurs qu'on pourrait essayer de polir et emmener en équipe première, mais très sincèrement, c'est vraiment pour se dire, allez, on essaye de faire une Barça et de sortir des joueurs. Moi, je trouve que c'est pas des joueurs qui sont au niveau, c'est des joueurs qui auraient besoin de temps de jeu dans une deuxième division ou éventuellement dans une première division en tant que joueur de rotation. Mais se dire que là, le Real peut alimenter avec ces joueurs-là son équipe première, non. Je trouve qu'il n'y a pas assez de qualité, qu'il n'y a aucun joueur qui a de la qualité pour le faire. Raúl Asensio, il a fait une bonne rentrée. Je le dis, je le répète, j'aimais beaucoup de réserve parce que moi, je l'ai vu jouer au Castilla. Déjà, c'est pas un titulaire régulier du modèle de Raoul. Donc déjà, quand t'es pas titulaire en troisième division, bah, c'est dur de dire ouais, il faut le faire monter et le faire jouer au Real Madrid. Donc ceux qui disent ça ne l'ont pas vu jouer, je pense. C'est un peu les mêmes qui me tannaient il y a quelques années avec Antonio Blanco, qui a fait une carrière pardon à Alaves. Tout le monde disait ouais, il faut lui donner confiance. Voilà, il a pas bougé d'Alaves, les mecs. Et si ça avait été un monstre, il aurait été ailleurs et on le sait tous. Donc voilà, moi je suis pas convaincu que la Fabrica possède de vrais talents. En tous les cas, pas au Castilla, pas au Real C et très très peu en U19. Je pense qu'il va falloir être patient. Il y a beaucoup d'avenir chez les plus jeunes, mais pour le moment là, d'avoir un diamant là où on me dirait demain il va en équipe première et il peut péter, non, j'y crois pas. Hmm. Je vais être un peu mauvaise langue, mais il faut aussi noter que ce soit le Real ou le Barça, en l'occurrence, les deux sont ceux qui forment le plus de joueurs, oui, en Europe, tout ça dans les premières divisions, mais c'est aussi parce que ils vont chercher les plus talentueux de tous les clubs Aussi. environnants. Tu vois, je dis ça, Il y a une certaine logique aussi. Comme voilà. pour Lyon en France, enfin voilà, il y a énormément tous les gros clubs vont forcément sortir plus de joueurs que Eibar ou que Lorient ou que Sassuolo forcément. Si le mec a 10 ans, il va à la Juve, à l'Inter, le petit gars de Sassuolo, bon, on va dire qu'il est formé à la Juve et qu'il sort de là-bas, donc évidemment. Bah, bien sûr, hein. Tous les petits talentueux espagnols de 10-12 ans, ils sont vite, les meilleurs en tout cas, sont vite sollicités par le Real ou le Barça ou l'Atlético. Et souvent, bah, franchement, quand c'est les parents qui décident, on sait très bien que les décisions sont faciles à prendre, sont prises facilement en tout cas. Euh, on a Karim dans la continuité pour finir un peu sur ce mercato d'hiver. Est-ce que vous croyez réellement à une arrivée cet hiver? T'en es où par rapport à ça? Moi, je suis toujours un peu le cul entre entre deux chaises. Je sais pas, est-ce que le Real va se bouger ou pas? J'ai un doute et en même temps, tu vois, je me disais que bah, le bon match de Raúl Asensio, c'est une très bonne chose parce qu'en même temps, ça peut peut-être aider Carlo Ancelotti à donner un peu plus sa chance aux jeunes. Et même si tu dis qu'ils sont pas hyper, il n'y a pas une génération de fous, je pense que sur certains matchs de Liga, ils peuvent venir dépanner. Mais en même temps, ça peut dire, pousser la direction du Real à dire, bon, moi, tu vois, Carlo, t'as des bons joueurs au Castilla, donc tu vas te démerder avec ça et avec Tchouaméni dans l'axe. Alors déjà, première chose, moi, évidemment, je souhaite que Raúl Asensio, il me fasse fermer ma bouche. Moi, mon but, c'est pas d'avoir raison devant vous. Mon but, c'est que, évidemment, le Real ait des joueurs performants. Donc, si ça peut être un joueur formé et qui n'a pas besoin de débourser d'argent, écoutez, moi, je suis prêt à avoir tort, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai un doute. Et là où je te rejoins, c'est que oui, son bon match, on sait jamais, là, si d'ici la trêve, il en enchaîne deux, trois de bons, ce qui serait une bonne chose pour le Real, évidemment. Je pense que ça peut rendre le Real encore réticent à sortir de l'argent pour recruter, se dire, bah, comment se déroule la récupération d'Alaba? Plutôt pas mal. On a Tchouaméni qui va revenir de blessure. On a Raúl Asensio. On a au pire Jesus Vallejo en backup.
Bon, bah, on en a 4, 5 centraux qui sont bouclés. À la limite, on nous pond un Ferland Mendy s'il faut, parce qu'on a la possibilité d'avoir Fran Garcia et même Camavinga si on veut à gauche. Et puis, le Real a déjà bricolé comme ça et c'est bien passé. Le Real en est capable. Maintenant, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir et me dire que le Real commence à prendre conscience qu'il y a beaucoup de blessés, ça fait beaucoup en 2 ans, et qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher un mec au mercato, même s'il faut lâcher un peu de caillasse. Donc, je suis un peu comme toi, le cul entre deux chaises, mais j'espère que le Real va quand même se bouger. Moi, je pense qu'on est trop sur un fil pour pouvoir se permettre de bricoler comme on l'a déjà fait, comme on est en train de le dire, ou que ça pourrait se passer ainsi. Donc, j'espère que le Real se bougera, mais en tous les cas, à l'heure actuelle, on peut pas le savoir. Le Real est tellement imprévisible, autant que les compos de Carlo, que c'est Mm, compliqué. mm. Je l'espère, mais ouais, moi je le sens de moins en moins. Plus les jours, les semaines passent. Et puis je te dis, la perf là de Raúl Asensio, comme tu dis, s'il en refait deux, trois, il fait deux, trois bonnes apparitions. Pour le coup, imaginons qu'il il tente un Foltea ou un autre jeune en plus, et que c'est pareil, ça fait le job. Tu vas voir que ça recrutera pas De toute et façon, il va falloir faire un test aussi à droite parce que là, on parle beaucoup de l'axe, mais à droite, Lucas Vasquez sur toute l'année, déjà tout seul et puis vu son ouais, niveau, ça va être complexe quand même, t'as peut-être même plus besoin encore d'un mec à droite que dans l'axe. presque. Tri69, là qui se projette plus sur le mercato d'été, qui nous demande, et là je pense que ton avis va être intéressant et surtout va pas entrer dans le moule, plutôt Alexander Arnold ou Porro comme futur recrue à droite. Pedro Porro, pour moi, ça fait longtemps que. Enfin, c'est difficile. Moi, j'aime beaucoup Pedro Porro et Alexander Arnold, vu ce qu'il donnait. Ce qu'il a donné il y a 2 ans, j'étais moins, quand on en parlait, j'étais moins convaincu. Un joueur qui sortait beaucoup, qui s'était un peu perdu. Maintenant, c'est vrai qu'il a retrouvé son niveau. Et c'est un joueur qui est quand même très, très intéressant, qui est très bon défensivement, qui est très bon offensivement, qui apporte un profil un peu à la Dani Carvajal, un peu moins solide défensivement, mais qui a quand même beaucoup de puissance et beaucoup de technicité. Donc, franchement, honnêtement, à l'heure actuelle, je suis même plus à 100% Pedro Porro que j'adore énormément, hein, qui est vraiment un très très bon joueur aussi, pareil, qui est bon, qui est costaud, qui a un bel apport offensif que j'apprécie vraiment particulièrement. Mais honnêtement, si le Real fait un des deux, je serais content. Je pense que le Real doit faire un des deux, en tous les cas, doit faire quelqu'un de costaud sur le côté droit pour concurrencer pardon, Carvajal qui reviendra d'une blessure assez grave, mine de rien, à un âge entre guillemets plutôt avancé. Maintenant, qu'on aille sur l'un ou sur l'autre, ça m'est égal pour être très honnête. Je pense que c'est deux profils qui sont très intéressants en tout cas. Ouais. Et si on Tout essaie comme d'être Frimpong également, qui a un profil très intéressant à mon sens. hmm. Et si on essaie d'être au plus réaliste, en l'état, la piste Alexander Arnold, c'est la plus chaude, hein, parce que Je pense, ouais. Porro, il a un contrat de quelques années encore avec Tottenham. On sait à quel point c'est compliqué de négocier avec Tottenham. Tandis que Arnold, son contrat se termine là cet été et qu'il n'y a pas de prolongation qui se profile et c'est même plutôt chaud avec le Real Madrid de ce qu'on peut entendre dans la presse ces derniers temps. Mokhtar qui nous demande toujours Mercato. Enzo Fernandez est-il le profil parfait pour remplacer Toni Kroos au Real? C'est une vanne? Non, Ah, non, c'est une blague, mais il est catastrophique. Enzo Fernandez, on parle je de pense. l'ancienne Benfica qui est à Chelsea, c'est ça? Je pense, oui. Bon, je réponds même pas plus à cette question. C'est une arnaque monumentale. Moi, je suis absolument pas fan du joueur. Et alors, le comparer à Tony Kroos, non, next. Je veux même pas débattre. Pour moi, il y a aucun rapport, ni de qualité, ni de incomparable. Vraiment, j'avoue, je comprends pas. C'est pas un manque de respect envers, je sais plus qui a posé la question, Mokhtar. mais Mokhtar, désolé, mais non, pas du tout. Si c'est la question, c'est vraiment une demande à ce que est-ce que Enzo Fernandez est le successeur de Toni Kroos dans ce Real Madrid? Absolument pas du tout pour Mm. Moi, je suis pas assez Chelsea, donc je saurais pas donner de réponse claire. Junior qui nous demande, vous trouvez pas ça inquiétant, le manque de travail sur le recrutement, le manque de plan B, le plan B, pardon, et de pistes vraiment surprenantes, originales ou simplement de vraies bonnes idées créatives? C'est vrai que sur ces dernières années, le Real Madrid a plutôt tendance à, par exemple, notamment boucler ses mercatos au mois de juin. Il se passe rien l'hiver.
Alors ouais, le manque d'idées créatives, ça me plaît bien comme terme pour évaluer un peu le mercato madrilène. On peut pas dire que le Real fait de mauvais mercato parce que déjà en termes de résultats, bah le Real sur les 6 7 dernières années est absolument incroyable. Donc on peut se dire bah voilà, le club a raison. Le club a aussi quand même fait une transition plutôt douce au milieu de terrain quand on a eu Casemiro, on l'a perdu, Casemiro Kroos Modric finalement on on arrive à basculer avec Fede Valverde et puis Camavinga, Tchouaméni, enfin tu vois, on arrive quand même à faire des remplacements en douceur. Tu perds du Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, t'arrives à te retrouver quand même là avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, du Bellingham. Donc il y a quand même des choix très judicieux. Alors ok, c'est la puissance du Real, il y a de l'argent et t'attires forcément des bons joueurs, mais le Real, Vinicius et Rodrigo, ils sont allés les chercher là où il n'y a pas grand monde non plus qui allait les chercher. Notamment Vinicius, il y avait pas tant de concurrence que ça. Il y en avait un peu, hein, évidemment. C'était pas le seul club, mais il y en avait pas énormément. Le Real a misé sur lui et quelques années plus tard, on passe d'un joueur qui savait presque pas faire une passe lors de sa première année à un mec qui aurait dû certainement avoir le ballon d'or cette année. Donc, il y a eu quand même des bonnes pioches. Il y a quand même, Calafat fait quand même du bon boulot. Maintenant, je suis assez d'accord. Ça manque un peu d'idées, je trouve, sur, comment dire, sur certains postes stratégiques. Les latéraux, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a attendu un peu le dernier moment avant de renouveler ça. Sur le milieu de terrain cette année, voilà, on a ronronné un peu en se disant que ça allait certainement faire l'affaire avec ce qu'on avait. Mais voilà, on est aussi allé chercher les pépites Hendrick, Arda Güler. Enfin, il y a du bon et du moins bon. Franchement, il y a du bon et du moins bon. C'est un peu brouillon dans ma façon de m'exprimer, mais je pense que le Real a fait de bonnes choses. Ça aurait pu être plus parfait. Maintenant, voilà, c'est les résultats qui ont aussi un peu le dernier mot. On verra si le Real s'est foiré cette saison. Mais il y a aussi l'utilisation et puis le turnover qui est effectué par l'entraîneur qui rentre en ligne de mire. Moi, je pense qu'on n'a pas fait un bon mercato et c'est vrai qu'on a peut-être loupé des pistes sur les dernières années qui auraient pu être intéressantes. Maintenant, voilà, le Real fait aussi de très bons choix qui fait que bah, sur les 7 10 dernières années, le Real est quand même ultra compétitif. Hmm. Oui, justement, je trouve qu'on est un peu là, dans la culture de l'instant, parce que si t'enlèves le mercato, le dernier mercato d'été qui a été loupé, hein, complètement même, il faut le dire, hein, parce que voilà, tu te rates sur Euro, euh, Rafa Marine, ouais. Ouais, Rafa Marine, pardon, ouais, enfin bref, on va pas revenir sur tous ces couacs, mais ça a été raté à ce niveau-là très clairement. Mais sinon, si tu reprends quand même les 5 derniers étés du Real Madrid, tu recrutes à chaque fois un bon joueur minimum par été, à chaque fois des joueurs qui ont été bien intégrés et qui ont eu leur importance, hein, dans les succès qui ont suivi, que ce soit en super sub ou mieux encore, hein, comme Bellingham l'année dernière. Donc je trouve qu'on est un peu dur si vraiment voilà, on remet en cause la politique du Real. Oui, il y a eu un gros raté cet été, mais voilà, globalement quand même on n'est pas à plaindre, je pense, sur les 5 6 Non, dernières années. même tu vois là, je parlais des autres postes, mais même défensivement, t'étais avec du Pepe, Varane, Ramos. Est-ce que tu t'es rendu compte quand t'es passé à du Militao, Rudiger, Alaba, la transition, elle s'est faite en douceur avec des joueurs de qualité. En deuxième gardien, tu vas choper un jeune Ukrainien. Là, pour le coup, il y avait de la concurrence. On savait qu'il était bon déjà très jeune, mais Lounine, on le sait tous maintenant qu'il y a un second gardien assez incroyable. Enfin voilà, il y a aussi quand même de très très belles choses qui ont été faites durant les dernières années. Il faut pas se mentir. Ouais. À la limite, peut-être le seul point faible, là où on a peut-être trop tardé sur la transition, c'est sur le côté droit défensif. Voilà. Lucas Vasquez, bien sympa, mais on sait quand même déjà depuis quelques saisons que, un, c'est pas un latéral de métier, de formation, et deux, on sait que c'est limité. On savait que si Carvajal ça pétait, Lucas Vasquez, c'était pas du tout suffisant pour tenir une saison. Là, on est déjà en train de le voir. On va le voir si ça recrute pas. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que sur les postes centraux, voilà, on a surtout eu après des graves blessures aussi, donc il y a un facteur malchance, mais bon, voilà. Un peu culture de l'instant, je trouve, si on critique vraiment la politique du club. Dans le même genre, c'est vrai, on a William qui demande ce qu'on pense de la politique du club, mais plus par rapport à l'aspect des entraîneurs et du principe de prendre des coachs conservateurs et pas des coachs de projet, il nous dit. C'est vrai que ça fait presque une décennie qu'on alterne entre Ancelotti et Zidane. Alors, moi, je suis un peu d'avis avec ça de base. Maintenant, il faut aussi voir
quand le Real prend des risques, ce que ça donne. Le Real a eu des coachs conservateurs, c'est vrai. Euh, des coachs assez pragmatiques, comme on dit, à l'inverse des dogmatiques ou pas des fins tacticiens, dira-t-on, alors que finalement, hein, Carlo Ancelotti, je pense qu'il a prouvé dans sa carrière qu'il était quand même un tacticien parce qu'il a fait des merveilles dans les clubs dans lesquels il est passé. Alors, je suis d'accord, on s'est pas régalé le plus avec Zidane et Ancelotti. Et je suis peut-être même plus gros, l'une de leurs plus grosses critiques, on va pas se mentir. Maintenant, quand le Real a tenté Lopetegui, Rafa Benitez, Solari, ça n'a pas donné grand chose finalement. Au bout de très peu de temps, on les a évincés, on leur a pas laissé le temps. Donc le Real aime bien avoir ce genre de coach qui arrive à tenir les joueurs, qui ont une relation d'amis avec les joueurs. C'est ce que disait Carlo Ancelotti. Je pense que ces joueurs-là, avec ces égos-là, en ont besoin. Ils ont besoin de se sentir aimés, chouchoutés, écoutés, mis en confiance. Et je suis pas certain qu'il y ait énormément de profils et d'entraîneurs qui sont en capacité de les tenir, entre guillemets. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, ce genre d'entraîneur capable d'en faire quelque chose. Je pense qu'on aurait pu ajouter un Jürgen Klopp qui aurait fait du très bon taf, je pense, au Real Madrid. Et puis après, même un José Mourinho que j'ai adoré, je sais même pas si ça aurait pu coller avec ce type d'effectif. Je pense que oui, mais j'en sais rien. Et après, qui est-ce que tu te risques d'autre là-dessus? Pas sûr qu'un Allegri soit ultra compétent là-dessus. Un Xabi Alonso, je suis le premier à le vouloir certainement l'an prochain, on en a envie. Mais est-ce qu'il a vraiment cette capacité, cette dimension à pouvoir tenir des égos si surdimensionnés que ça? On ne sait pas. Donc au final, le Real a fait voilà, avec des coachs conservateurs, entre guillemets, mais ça a fonctionné. Moi, le premier, je décris le jeu qui a été proposé, mais ça a fonctionné parce que le Real, je le répète, sur les 7 dernières années, c'est énormément de Ligue des Champions, c'est du championnat. Et puis voilà, les résultats, c'est quand même ce qui fait la marque du Real Madrid et ce qui fait son histoire. Ça a fonctionné avec ces deux hommes-là. Mm. Même si je pense quand même que là, on a un peu épuisé le crédit, j'ai envie de dire, et je pense qu'on a besoin d'un mec qui C'est vient vrai aussi. vraiment avec un projet, un Xabi Alonso. Enfin, on sent que Xabi Alonso peut et doit, en tout cas on a envie qu'il incarne justement ce nouveau projet et parce que je crois que c'est William qui dit dans son commentaire, j'ai pas relu entièrement, mais voilà, qui lâchait bien un peu de titres si à l'inverse on retrouvait un peu plus de jeu et de spectacle en regardant le Real Madrid, ce dont je partage, et je pense toi aussi, je pense qu'on partage un peu tous, Je suis pas sûr qu'on partage tous. Tu vois, Tom, là-dessus, moi, je suis le non? premier à dire ouais, ouais. Tu vois, quand je regarde le Real, je suis avec mon père, je dis putain, tu vois, je suis super vulgaire. Ah, je m'en bats les couilles de gagner. Je veux qu'on fasse du jeu. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie que quand je regarde le Real, je me fasse plaisir. Ouais, ok. Mais si pendant 4 ans, le Real fait du jeu comme jamais et prend ni un titre de Liga, ni un titre en Ligue des Champions, on Hmm. refait le même débat et on va voir si les gens ont le même avis. Je suis pas sûr. On a un peu cette culture de l'instant toujours à se dire on veut du jeu, on veut des titres. Mais des équipes qui font du jeu et ont des titres, c'est quand même super rare dans l'histoire. Il y en a, évidemment, il y en a. Il y a eu des époques du Real qui l'ont fait, qui ont fait du jeu et qui ont gagné des titres. Il y a eu le Grand Barça qui a fait du jeu, gagné des titres. On a eu Liverpool également, on a eu le Milan AC. Mais tu vois, il y a pas beaucoup de clubs qui l'ont fait, ce mix des deux. Et donc, attention, je pense on a envie d'avoir un projet de jeu, une philosophie de jeu et se faire plaisir. Moi, le premier, comme tu l'as dit, et on est une majorité à ça. Maintenant, si ça donne 0 titre, déjà, je suis pas sûr que le Real conserverait ce type d'entraîneur. Et de surcroît, je suis pas sûr que si on refait la même vidéo dans 1, 2, 3 ans, si c'est le cas, tout le monde soit du même avis. Oui, non, mais évidemment. On n'ira pas non plus dans les extrêmes. Je n'irai pas jusqu'à vendre 5 saisons blanches consécutives. En Voilà. l'absence, en contrepartie de jeu, même si, ouais, ouais, c'est vrai qu'on est un peu hypocrite, je pense, à ce niveau-là par rapport à ce discours de, on veut du jeu, mais en même temps, dès que ça gagne, on oublie assez vite qu'on s'est tapé 38 journées de purge avant, hein. Donc c'est vrai qu'il y a une hypocrisie par rapport à ça. Euh, Allez, est-ce qu'on a une ou deux questions pour terminer? Samuel qui nous demande. Mendy et Garcia partiront-ils, Fran Garcia, partiront-ils vraiment, à votre avis, cet été prochain? Parce que c'est vrai qu'il y a un peu de rumeurs, parce que ça parle d'Alfonso Davies, ça parle aussi peut-être de faire revenir Miguel cet été au Real Madrid. C'est une radio espagnole qui a évoqué cette piste. Tu imagines comme ça une refonte totale du côté gauche?
Un des deux, je pense que ce sera le cas. Je pense qu'un des deux partira. Les deux, je sais pas. J'ai des doutes. Oui, forcément, si le Real veut faire Miguel et Alfonso Davies, je pense que les deux partiront. Maintenant, si le Real fait simplement Alfonso Davies, est-ce que Mendy aura envie de se battre et avoir de la concurrence? Moi, j'aimerais bien parce que ça ferait deux gros joueurs sur le côté gauche, même si Mendy fait pas une bonne saison. Moi, j'oublie pas non plus ce qu'il a fait les saisons précédentes. Et ça ferait vraiment très costaud. Fran Garcia, je me suis déjà exprimé, c'est un bon joueur, mais de Liga, mais pas pour le Real Madrid. Moi, je pense qu'un des deux partira sûr. Les deux, c'est à voir. Encore une fois, ça c'est trop complexe à anticiper. Ouais, je pense que c'est pas impossible, mais de là à l'imaginer, c'est compliqué. Djibril qui demande, salut, ne voyez-vous pas un Brahim Diaz titulaire pour le reste de la saison, au vu de ses récentes prestations? Non, toujours pas, parce que Hmm. bah, je veux dire, quand il était à son apogée, bah, on parle du reste de la saison là. Non, un hat-trick contre le Lesotho. Je respecte le Lesotho, mais un hat-trick contre le Lesotho, vous croyez vraiment que Non, mais ça va donner du crédit à ce que pense Ancelotti? Ancelotti, il le sait déjà il a un talent brut. Évidemment, il sait qu'il a un joueur incroyable. Et le fait qu'il ait mis 5 en, je crois que c'est 5 buts en 2 matchs, non? Il met ouais, doublé et triplé. oui. Bref, dans tous les cas, évidemment que ça va lui redonner encore plus de crédit. Lui, il va encore plus être en confiance. Et de toute façon, Ancelotti lui en donne. Quand il est revenu de blessure, je rappelle il rentre au Classico avant Arda Güler, Hendrick, par exemple, offensivement. Donc, du crédit, il en a déjà. Maintenant, c'est toujours le même problème. Rodrigo, Vinicius, Mbappé ont un statut qu'il est difficile de déloger. J'espère que ce sera le cas si un des trois n'est pas bon, si on continue de voir ce qu'on voit et que Brahim Diaz aura de l'importance. Mais j'aimais énormément de doutes là-dessus. Franchement, j'aimais énormément de doutes. En vrai, à voir, hein, parce que je pense quand même que Brahim Diaz, s'il continue d'enchaîner les bonnes performances, je pense qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, ça peut faire un petit peu bouger la hiérarchie, même si évidemment, je suis d'accord avec toi, il part quand même de bien plus loin, mais attention, parce qu'il peut profiter à la fois bah, des pépins des uns et des autres. Alors après, lui aussi, hein, il a eu ses pépins hein, sur ce début de saison notamment. Mais tu vois, là, tu as un Rodrigo qui est pas là. Attention, il peut aussi s'imposer à un moment donné sur le côté droit de l'attaque madrilène. On a vu qu'avec Mbappé, il y avait un bon feeling et tout. Tu vois, si sur le terrain, il y a une entente qui se retranscrit, j'ai envie de dire, affaire à suivre. En tout cas, il a Why une carte à not? jouer. En tout cas, il a une carte à jouer. Euh, Allez, autre question, l'avant-dernière, ou non, c'est même la dernière. C'est Alain Rose qui nous la pose. Vous pensez quoi du fait de faire jouer Bellingham comme un avant-centre? Il a tous les aspects, il nous dit, d'un avant-centre. Mbappé comme ailier droit, Vinicius qui reste sur son aile gauche, et Arda ou Brahim Diaz comme numéro 10, le temps que Rodrigo reprenne du service et qui jouera à ce poste. En soi, on peut pas dire que ce soit ni une bonne ni une mauvaise idée parce on l'a pas vu à l'œuvre et c'est difficile. Oui, c'est vrai que Bellingham pourrait avoir des qualités pour être agile dos au but, peser sur une défense. On peut l'imaginer effectivement. Est-ce que ça dénaturerait pas non plus ses qualités de pressing, l'apport qu'il a au niveau du milieu de terrain au Real Madrid, même si on l'a déjà répété, parfois il court un peu dans le vent et un peu partout et n'importe où. Mais en tous les cas, il a quand même son importance au niveau du pressing et au niveau de son, bah voilà, de son cardio et de son animation. Je ne sais pas si cette perte pourrait être comblée par un numéro 10 comme Arda, dans le sens où Arda Güler, Brahim Diaz, on l'a déjà vu sur l'an passé. Euh, Malheureusement, il n'existe plus de thème ou d'animation offensive qui font que les numéros 10, comme on les connaissait à l'époque, les Zidane, les Riquelme et ce genre de joueurs, ont énormément d'influence offensivement. Je trouve que ça serait aussi un peu leur couper l'herbe sur le pied. Je suis pas certain qu'ils toucheraient énormément de ballons. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de complexité à réaliser ce schéma-là. Alors oui, ça peut me plaire parce que Jude Bellingham, pourquoi pas avoir, de me dire qu'on déporte Kylian Mbappé potentiellement sur un côté, pourquoi pas aussi. Enfin, il y a des choses qui peuvent être intéressantes là-dessus. Maintenant, je trouve que c'est très complexe à mettre en place. Je pense qu'il n'y a pas le temps, il aurait fallu le travailler. On l'a dit, on a un entraîneur assez conservateur qui ne tentera pas ce genre de choses. Donc, moi, je le vois pas en tout cas être mis en place. Je pense que dans tous les cas, ce serait complexe. Mais voilà, on n'a pas la réponse de se dire est-ce que ce serait judicieux ou pas en tout cas. Ouais. Bah, l'alignement des quatre, là, comme Alain nous le propose,
pas trop fan. Par contre, c'est vrai qu'il y a des idées intéressantes. Mbappé comme ailier droit, pourquoi pas. À un moment donné, je pense qu'il faudra le tenter, hein, parce que si en neuf, c'est l'insatisfaction totale et qu'il n'y a pas une once de progression. À un moment donné, il va falloir trouver une autre solution. Donc pourquoi pas le tenter lui à droite. Et après, oui, pourquoi pas Bellingham dans un rôle de faux numéro 9, même si je suis d'accord avec toi. Bellingham, je préfère le voir dans l'entrejeu. En plus, il a, même sans jouer en numéro 9, il a cette faculté à partir de loin et à faire des appels en profondeur. On l'a vu face à Osasuna et ça a fait mouche. Donc, pas forcément fan des quatre ensemble. Par contre, ça peut être une idée intéressante, notamment Mbappé à droite. Je pense qu'à un moment donné, le débat se posera. Même s'il faudra encore voir qui c'est que tu mets dans l'axe. Peut-être Rodrigo qui sera peut-être mieux que le français dans ce registre-là. Ou Henrik, si jamais Henrik venait à exploser. Bon, on a fait le tour pour cette FAQ. Merci à tous d'avoir posé beaucoup de questions, que ce soit sur Facebook, Merci à sur tous. YouTube, d'avoir été hyper réactifs parce que j'ai demandé à nous poser des questions dans l'après-midi et on avait déjà beaucoup de questions 2-3 heures seulement après au moment du tournage. Donc merci à tous, passez une bonne semaine, prenez soin de vous, puis on se retrouve très très vite sur Alphonse parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Allez, ciao! Ciao.